Alors, bonjour. Donc, on va attaquer la première partie de ce cours, intitulé Administration du personnel. Donc, on va voir une partie très importante de l'administration du personnel. Mais d'abord, à un rappel. Le rappel, c'est ce que c'est l'administration du personnel. Donc, on doit dire que, en fait, l'administration du personnel a pour mission principale la satisfaction de l'application formelle du dispositif statutaire à tout salarié de l'entreprise. Mais également, il s'agit à la fois d'une mission essentielle de la fonction des ressources humaines qui suppose des compétences précise dans le domaine législatif. Donc, en fait, l'administration du personnel constitue une charge de travail importante dans les services du personnel, même si de plus en plus on assiste à l'informatisation des procédures, etc., qui, dans une certaine mesure, permet des gains de productivité qui sont, somme toute, appréciables. Il faut souligner que la crédibilité de la fonction ressources humaines passe nécessairement par une gestion de l'administration du personnel efficace. Donc, l'activité de l'administration du personnel inclut la gestion des conditions d'emploi et des modalités relatives au statut du personnel. Le statut du personnel, c'est quel est le statut occupé par le travailleur dans l'entreprise. Il s'agit d'un CDD, d'un CDI, d'un prestataire, etc., ou d'un stagiaire. Il s'agit également de l'exercice des droits et des obligations légales donc par rapport à la loi, donc le code du travail, conventionné par rapport aux différentes conventions ou accords d'établissement qui existent, et contractuels en rapport avec le contrat de travail. Il s'agit également du contrôle des conformités des procédures en matière de gestion des ressources humaines. Ces procédures-là en gestion des ressources humaines, c'est à l'administration du personnel de veiller à leur respect. L'administration du personnel s'occupe également de la définition, de la maintenance des différents fichiers qui alimentent les bases de données en matière de gestion des ressources humaines. Et il s'agit notamment du fichier du personnel, du fichier des emplois, des fichiers paye, des positions statutaires, etc., etc. Elle s'occupe également plutôt l'administration du personnel de la gestion des opérations de paye, des éléments de paye, la gestion du temps de travail, la gestion également, ou bien le fonctionnement des instances de représentation du personnel. Donc, l'administration du personnel s'occupe de l'élection des représentants du personnel, des activités du comité d'entreprise, de la réunion avec les délégués du personnel et des délégués syndicaux. Donc, en gros, on peut dire, en guise de rappel plutôt, voilà les différentes activités de gestion de l'administration du personnel. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, la rupture du contrat de travail nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre étude sur l'administration du personnel. Donc, comme vous le savez, sûrement, on l'a vu l'an dernier, le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par la volonté d'une des deux parties. Donc, mais cela est subordonné, donc bien sûr, sauf en cas de faute lourde, on verra les différents types de fautes, à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Donc, il faut nécessairement un préavis, soit de licenciement, si c'est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture, ou d'un préavis de démission si c'est le travailleur qui prend l'initiative de la rupture. Donc il faut comprendre que quand le travailleur prend l'initiative de la démission, il s'agit de la rupture, il s'agit d'une démission. Quand l'employeur prend l'initiative de la rupture, il s'agit d'un licenciement.
Alors, le licenciement lié à la personne du travailleur. Dans ce cas, il faut noter que ce licenciement a pour, origine des causes tenant à la personne du travailleur. Pour ce type de licenciement, il faut d'abord l'existence d'un motif, donc d'une cause réelle et sérieuse. C'est quoi un motif réel? Un motif est réel quand c'est un motif exact et objectif. C'est-à-dire qu'il soit d'une certaine gravité et qui rend impossible, disons, la poursuite des relations de travail. Le motif légitime donc, peut être fondé sur des causes, par exemple, tenant, disons, par exemple, à l'âge du travailleur. Un travailleur qui n'a pas 15 ans, ou bien un travailleur qui a plus de 60 ans au Sénégal. Donc, ce motif-là peut être un motif légitime de rupture de contrat de travail. Donc, son état de santé, donc on verra en quoi l'état de santé du travailleur peut causer la rupture du contrat de travail, son incapacité professionnelle, son refus d'une modification de son contrat de travail, etc. Tout ça peut être un motif réel, une cause sérieuse de rupture du contrat de travail. Alors toutefois, ce licenciement-là, qu'on appelle licenciement ordinaire, est surtout subordonné d'abord à la notification du licenciement, à un préavis et à un motif légitime. C'est-à-dire, la notification doit être, le licenciement doit être notifié. Il doit y avoir un motif légitime et il doit y avoir un préavis. Si l'une de ces trois conditions-là n'est pas réunie, le licenciement peut être réputé abusif. Un licenciement abusif, c'est un licenciement qui ne remplit pas les conditions de fond et de forme de licenciement. Alors, le licenciement obéit à des règles de fond et de forme. On va voir quelles sont ces règles de fond et de forme. Les règles de forme du licenciement, on en retient trois. Il y a d'abord la demande d'explication. Donc, la demande d'explication, avant toute décision, l'employeur a le devoir de mettre le travailleur dans les conditions de présenter sa défense. En réalité, on accuse le travailleur d'une faute, donc on doit lui donner l'occasion de présenter sa défense. Et pour cela, il doit une demande d'explication doit être servie au travailleur par écrit ou bien oralement en présence d'un délégué du personnel si c'est oralement. Donc, le travailleur doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Donc, le mis en cause, donc le travailleur, dispose d'un délai de 48 heures pour répondre. Quand on vous sert une demande d'explication, vous avez un délai de 48 heures pour répondre à cette demande-là. Mais ce délai-là peut être plus important si le salarié a, par exemple, besoin de plus de temps pour répondre compte tenu de la complexité de la question à traiter, etc. Mais le refus de répondre à une demande d'explication est un motif valable de licenciement. Voilà. Maintenant, ensuite, il y a la notification du licenciement. Donc, la notification du licenciement est verbale ou écrite. Donc, on peut licencier quelqu'un de manière verbale ou bien de manière écrite. Toutes les deux formes sont valables. Mais, notons que la notification par écrit de la résiliation du contrat de travail dans le cadre de licenciement demeure la règle. Donc, on vous conseille très fortement, si vous êtes responsable des ressources humaines, de notifier par écrit un licenciement. Pourquoi? Parce que la preuve de la notification incombe à l'employeur. Donc, la notification peut être faite par tout moyen donnant date certaine. Ça veut dire quoi? Ça peut être fait par la lettre
recommandé avec accusé de réception, par huissier, devant témoin ou en présence des délégués du personnel, etc. Dans tous les cas, il appartient à l'employeur, disons-le, d'apporter la preuve de la notification du, du licenciement. Alors, ensuite, il y a le préavis. Le préavis n'est dû en réalité que lorsqu'on est en présence d'un contrat de travail ayant existence juridique. Si le contrat de travail n'est pas valable ou en tout cas n'a pas une existence juridique, on ne peut pas parler de préavis. Donc, si les éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas réunis ou si le contrat est nul avant d'être exécuté, il n'y a pas lieu de préavis. Aussi, il faut comprendre également que le préavis n'est dû que lorsque le travail est définitif. Donc, lorsque le contrat de travail est définitif. Donc, par exemple, si quelqu'un est sous contrat d'engagement à l'essai, dans ce cas-là, le contrat de travail peut être rompu sans préavis. Donc, c'est ça qu'on appelle un contrat définitif. Également que dans certaines situations, il peut y avoir dispense de préavis. Par exemple, la femme dont la grossesse est médicalement constatée est dispensée de l'obligation de préavis lorsqu'elle résilie son contrat. Donc, une femme enceinte et que la grossesse est médicalement constatée n'est pas soumise à la règle de préavis. En cas de faute lourde également, si la personne a commis une faute lourde, il n'y a pas d'obligation de préavis. Alors, quelle est la durée de préavis de licenciement? Donc, le préavis dure 8 jours, donc pour les ouvriers et le personnel payé à l'heure, à la journée ou à la semaine. Donc, c'est 8 jours. Donc, 1 mois pour les travailleurs qui sont payés au mois et qui ne sont pas des cadres. Et 3 mois pour les cadres. Donc si vous êtes cadre, votre délai de préavis est de 3 mois. Si vous êtes un non-cadre et que vous êtes payé au mois, le délai de préavis est 2 mois. Et si vous êtes faites partie du personnel payé à la journée ou à la semaine, votre délai de préavis est de 8 jours. Durant la période de préavis, l'employeur et les travailleurs sont tenus de respecter toutes les obligations réciproques qui les encombrent. Notamment l'obligation d'effectuer correctement les tâches qui leur sont confiées, donc du côté des travailleurs, obligation de se conformer à la discipline de l'entreprise et de respecter les horaires. Et le travailleur, durant la période de préavis, bénéficie de 2 jours par semaine pris à son choix. Ou peut-être par heure, ça dépend de lui, est payé en plein salaire pour permettre aux travailleurs de trouver un autre emploi. Donc, durant la période de préavis, le travailleur dispose de 2 jours pour aller chercher un autre travail. 2 jours payés comme des jours travaillés à son choix. Alors, la période de préavis peut également être interrompue, soit par le travailleur, soit par l'employeur. Par le travailleur, lorsque l'employeur manque à ses obligations, par exemple, refuser de payer un salaire à la fin du mois, donc, ou bien qu'il ne met pas à la disposition du travail des conditions de travail minimales, ou bien, par exemple, la femme salarié en état de grossesse également peut, pendant toute la période de la grossesse et 15 mois, excusez-moi, après la délivrance, interrompre son contrat de travail sans préavis. Donc, et sans avoir à payer une indemnité quelconque. Donc, la femme salariée peut interrompre la période de préavis si la femme est enceinte et 15 mois après la délivrance, après son accouchement, et si l'employeur manque gravement à ses obligations. Ou bien, si le travailleur a trouvé un autre emploi. Donc, si le travailleur est en préavis de licenciement, dès qu'il trouve un autre emploi, il peut aller rejoindre son emploi et interrompre le préavis. L'employeur également est autorisé à rompre
à interrompre le préavis si le travailleur a commis une faute lourde au cours du préavis. Donc, si au cours d'un préavis de licenciement pour faute grave, un travailleur commet une faute lourde, le préavis peut être interrompu par l'employeur. Alors, le préavis peut être remplacé par ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice de préavis. Donc, chacune des parties peut naturellement se dégager de l'obligation de préavis en faisant quoi? En versant à l'autre une indemnité compensatrice dont le montant, en réalité, correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis ou pendant la période restant à couvrir. Maintenant, vous pouvez effectivement vous passer du préavis en versant les sommes dues durant cette période. Par exemple, si l'employeur ne veut pas du travailleur durant la période de préavis, il peut lui payer, par exemple, si c'est un cadre, un salaire de 3 mois, salaire plus les avantages, et si c'est un non-cadre, 1 mois de salaire plus les avantages, etc., pour que la personne ne fasse pas la période de préavis. Donc, en gros, voici les règles de forme du licenciement, la demande d'explication, la notification et le préavis. L'existence d'un motif légitime. C'est quoi la notion de motif légitime? Alors, le Code du travail dispose que le licenciement sans motif légitime est abusif. Donc, un motif est légitime, donc un motif de rupture de contrat de travail, à chaque fois que l'une des parties a manqué à l'une des obligations découlant du contrat. Donc, par exemple, obligation de loyauté, de fidélité envers l'entreprise, manquement à la discipline de l'entreprise en ce qui concerne le travailleur. Par exemple, l'obligation de payer les salaires et autres indemnités, d'assurer la sécurité du travail, etc., en ce qui concerne l'employeur. Donc, un licenciement est légitime dès lors qu'il y a faute. Et c'est quoi une faute? Une faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit. Voilà. Alors, il existe 3 types de fautes. La faute simple, la faute grave et la faute lourde. La faute simple se caractérise par l'absence d'intention de nuire. Si la personne qui a commis la faute en la commettant n'avait pas l'intention de nuire et les conséquences de la faute ne sont pas trop dommageables sur l'organisation, donc cette faute-là est une faute simple. Donc elle peut être sanctionnée par une seule mesure disciplinaire, par exemple un avertissement ou une mise à pied. Maintenant, la faute est grave quand la gravité de la faute rend intolérable le maintien des relations de travail. Donc ça, c'est une faute qui justifie le licenciement avec un préavis et une indemnité de licenciement. Maintenant, une faute, elle est lourde quand elle constitue un fait intentionnellement inexcusable, c'est-à-dire un fait qui porte gravement préjudice à l'entreprise et qui rend impossible la poursuite des relations de travail. Et cette faute, la faute lourde, souvent, elle a un caractère délictuel, donc c'est un délit. Donc, et cette faute lourde-là, elle est privative de l'indemnité de licenciement et de préavis. Quand la faute est lourde, il n'y a pas de préavis de licenciement, il n'y a pas non plus d'indemnité de licenciement. Alors, les motifs de licenciement qui sont inhérents aux salariés. Parmi ces motifs-là, il y a l'incapacité physique, il y a l'insuffisance professionnelle, il y a la faute disciplinaire. C'est quoi l'incapacité physique? Par exemple, si à la suite d'un accident de travail, le médecin constate que le travailleur est dans l'incapacité d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, son licenciement dans ce cas est légitime. Voilà, donc quand la personne n'est pas dans les dispositions physiques d'exercer l'activité pour laquelle elle a été recrutée, ça c'est un motif de licenciement pour motif d'incapacité physique. Maintenant, insuffisance professionnelle, elle peut se manifester sous différentes formes. Par exemple, la mauvaise manière de servir.
Donc, l'état d'ébriété, donc vous venez au travail en état ivre. La mauvaise qualité du travail, donc faire un travail de mauvaise qualité. Tout ça, ce sont des insuffisances professionnelle. Maintenant, la faute disciplinaire, quant à elle, résulte des manquements graves à la discipline de l'entreprise, notamment les absences répétées, un travailleur qui refuse d'assurer un service ou des tâches qui lui sont confiées, les coups portés aux supérieurs hiérarchiques, le fait d'insulter, les attitudes d'insubordination, la perte de confiance, etc., etc. Tout ça, ce sont des fautes disciplinaires. La réalité du motif. Un motif avancé par l'employeur pour justifier une résiliation du contrat de travail doit donc exister réellement et doit être notifié par écrit. Donc l'absence du motif rend illégitime un licenciement. L'absence de motif. Cela également est de même pour des motifs dits de motifs inexacts, motifs non établis, imprécis, inexistants, fallacieux ou peu sérieux. Donc c'est quoi un motif inexact? Un motif inexact, c'est lorsque le licenciement d'un travail est motivé par des raisons inexactes ou insuffisantes. Un motif est non établi lorsque le travailleur, en réalité, lorsque la réalité du motif n'est pas justifiée par l'employeur. Donc, c'est pas établi, il n'y a pas de preuve. Un motif imprécis, lorsque le motif n'est pas précis et comment on peut dire encore, en tout cas il n'y a pas de preuve, c'est pas précis, on sait exactement on ne sait pas exactement ce que vous reprochez au travailleur, ou bien vous n'avez pas trop la preuve de ce que vous reprochez au travailleur. Un motif inexistant, c'est-à-dire il n'y a pas de motif, c'est-à-dire vous voulez juste licencier quelqu'un et vous dites que vous dites que la personne a commis une faute alors que la faute n'existe pas. C'est ça l'inexistence d'une faute. Un motif fallacieux est une présomption peut-être plus grave. C'est en fait de la mauvaise foi de l'employeur. Ça veut dire que vous dites à votre par exemple travailleur pour des raisons par exemple étrangères à la bonne marche de l'entreprise. Ça veut dire que vous avez des motifs personnels qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Un motif peu sérieux, c'est quand la faute est pratiquement inexistante, la faute est légère, ou bien la faute est ancienne ou a déjà été sanctionnée. Donc, le motif n'est pas établi, c'est ça qu'on appelle une rupture abusive. Donc, le Code du travail stipule que les licenciements effectués sans motif légitime, de même que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, sont des cas légaux de rupture abusive. Donc, l'opinion du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non appartenance à un syndicat ne peuvent pas être des motifs de licenciement. Au cas échéant, ce sont des ruptures abusives ou un licenciement abusif. Alors, on peut parler également de la violation des conditions de forme d'un licenciement. Par exemple, avec l'absence d'une confirmation par écrit, si le travailleur le demande. Donc, vous avez notifié de manière verbale un licenciement, le travailleur demande un écrit et vous refusez. Ça, c'est une violation des conditions de forme. L'absence d'indication du motif de la lettre de licenciement. Donc, vous écrivez une lettre de licenciement et vous n'y avez pas mis le motif du licenciement. Ça également, c'est une violation de la condition de forme. Maintenant, la réparation du préjudice en cas de rupture abusive de contrat. Donc, il faut noter qu'il appartient au travailleur d'apporter la preuve de son licenciement.
Donc, c'est au travailleur qui doit montrer qu'effectivement il a été licencié. Donc, le montant des dommages et intérêts est apprécié compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier déterminer l'étendue du préjudice. Donc, quand un licenciement est réputé être abusif, il y a la réparation du préjudice. Par quoi? Par des dommages et intérêts qui sont calculés conformément aux usages, disons, à la nature des services engagés, de l'ancienneté, de l'âge du travailleur, des droits acquis à quel titre que ce soit, etc., etc. Voici en gros la rupture, la notion, la première partie de la notion de rupture du contrat de travail est liée donc aux ruptures liées comment on peut appeler ça, rupture, licenciement lié à la personne du travailleur. Voilà, je vous remercie.